Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi l'auteur du livre Les Voix de la puissance aux éditions Odile Jacob. Nous allons revenir ensemble sur l'un des événements qui aura marqué cette année 2022 dans son entièreté, probablement aussi 2023, une rétrospective sur les événements marquants de la guerre en Ukraine. Alors on va évidemment devoir faire un petit peu le tri, on va pas pouvoir revenir dessus dans les détails, mais disons les grandes lignes de cette guerre en Ukraine qui démarrait le 24 février 2022. À cette époque-là, Frédéric Ancel, on s'imaginait, on parlait de la guerre aux portes de l'Europe, mais on s'imaginait peut-être pas forcément qu'elle allait durer aussi longtemps et qu'elle allait impacter aussi globalement le monde. Exact. Non seulement on ne s'attendait pas à une guerre aussi longue et à des conséquences aussi importantes, et encore, malheureusement, l'histoire n'est bien sûr pas terminée, mais je vais aller plus loin. Pratiquement tout le monde s'est trompé sur l'avènement de cette crise, de cette guerre. C'est-à-dire que l'hiver dernier, et y compris au matin du 24 février, la grande majorité des observateurs, y compris les plus avertis, je pense notamment des officiers des services de renseignement occidentaux, ne pensaient pas, plus exactement, que Vladimir Poutine prendrait cette décision dont les conséquences pouvaient, notamment pour la Russie et pour son propre pouvoir, être potentiellement désastreuses. Et à l'époque, on considérait que, en bon lecteur du stratège prussien Clausewitz, en pragmatique, brutal mais relativement prudent malgré tout, il ne lancerait pas ses divisions blindées à l'assaut de Kiev. Et il l'a fait. Votre question est fondamentale parce qu'elle nous renvoie, et je le dis d'un mot, elle nous renvoie à nous autres, notamment ouest-européens, pas seulement, mais en particulier, à une leçon absolument sempiternelle dans l'histoire de l'humanité qu'on avait tendance à oublier, beaucoup avaient eu tendance à oublier, c'est que la guerre n'est malheureusement jamais complètement inévitable. Et c'est notamment vrai de la part d'autocrates, idéologues, et malheureusement c'est devenu année après année le cas avec Poutine au pouvoir depuis 22 ans, la guerre n'est jamais totalement inévitable parce que chez beaucoup d'idéologues, et en particulier lorsqu'ils sont donc autocrates, au fond les variables de prise de décision idéologiques dépassent les variables de prise de décision pragmatiques ou rationnelles. Autrement dit, le risque manifeste qui est pris par ces gens-là n'est pas un peu comme nous, on peut le considérer un risque rédhibitoire, mais ce risque est totalement assumé pour des considérations idéologiques, mystiques ou religieuses, et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé à Moscou. Quand vous parlez de cette guerre, il y a ces images qui arrivent très vite. Ce sont les Ukrainiens qui fuient, les femmes et les enfants d'abord, comme le dit l'expression consacrée. Solidarité aux frontières, solidarité aux portes de l'Europe. Que dire des décisions prises par les dirigeants européens, j'ai envie de dire même occidentaux, c'est-à-dire réponse militaire, organisation, solidarité européenne. Est-ce qu'il y en a eu une ou pas? Est-ce qu'on était prêt ou pas? Alors, il y a deux questions en une, très essentielles aussi. Est-ce qu'on était prêt? Franchement, bof. Je veux dire par là que l'Union européenne, vous savez, elle est très récente. L'Europe est un concept au départ tout à fait économique et certainement pas politique et encore moins militaire. Hein. Le traité de Rome de 57 a une vocation tout à fait économique. Bon. Alors de ce point de vue-là, une guerre sur le continent européen, bon, l'ex-Yougoslavie c'est un cas un peu à part. D'abord parce que c'est pas des États, c'est une guerre civile, bon, enfin entre populations mélangées et surtout on n'avait pas affaire à une grande puissance lançant ses divisions blindées sur une capitale est-européenne. Bon. Donc c'est assez nouveau. Et comme c'était nouveau pour l'Europe, globalement, sur le plan militaire, non. Enfin, franchement, non. D'abord, on n'était pas prêt, on n'est toujours pas prêt. Et donc, évidemment, comme d'habitude, on s'en est remis aux Américains. En revanche, je dois vous dire, avec un sentiment d'agréable surprise, j'ai constaté que les Européens étaient, massivement, 2, immédiatement, et 3, de façon pérenne, solidaires de l'Ukraine. Et les instruments qui étaient en notre pouvoir, nous autres Européens, alors c'est essentiellement l'économique et le financier et un peu le normatif, bon, le bancaire, quoi. On les a mis immédiatement, ces moyens, au service de l'Ukraine et surtout en guise d'épée de Damoclès pour dire à M. Poutine, mais ce que vous faites, nous ne l'acceptons pas. C'est en dehors de toutes les règles internationales et non seulement nous ne l'accepterons pas pour vous, mais nous ne l'accepterons pas pour d'autres chefs d'État ou de gouvernement aventuristes ou militaristes dans le monde. Donc nous autres Européens, nous n'avons que ça, mais nous l'utilisons. Et je parle évidemment des sanctions. Et de ce point de vue-là,
c'est quand même une réussite. On a été quand même rapidement, massivement solidaires. Donc oui, je vous dirais quand même que de ce point de vue-là au moins, ça a été pour l'Union européenne un moment de vérité. Je ne sais pas si ça va renforcer l'Europe puissance, malheureusement je ne crois pas, mais en tout cas, ça renforce, si on le voit bien avec la modification des circuits d'approvisionnement énergétique, que les Européens ont réagi ensemble. Voilà, et de manière très forte. Parce que, vous en parliez à l'instant, ces ressources énergétiques qui commençaient à s'amoindrir, il y avait ce risque aussi qui planait. Et là, on n'était pas encore à notre période, c'est-à-dire c'est bien avant l'hiver que les dirigeants européens se rendaient compte que, mince, on va peut-être avoir des petits soucis pour cet hiver. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vous dirais que le calendrier le calendrier militaire de M. Poutine a plutôt servi les Européens parce qu'il est intervenu en fin d'hiver. Donc, si vous voulez, avec la poursuite de la guerre et les premiers échecs très rapides d'ailleurs, russes, on a bien compris quand même que ça allait durer pas mal de mois. Et du coup, c'était le printemps et l'été. Autrement dit, on a pu voir venir en quelque sorte, d'autant que l'automne a été très doux. Bon, donc si vous voulez, d'un point de vue climatique, et c'est mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, qui le disait dès 75, je le cite, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Bon, écoutez, des saisons, c'est la géographie. Le fleuve Dniepr, le grand fleuve derrière lequel les Russes se sont retranchés en abandonnant Kherson il y a quelques semaines, c'est quoi? C'est la géographie. Bon, la boue au printemps et à l'automne en Ukraine, c'est de la géographie. Donc on est obligé d'en tenir compte, et de ce point de vue-là, les Européens ont été plutôt favorisés par un calendrier et un climat qui, jusqu'à présent en tout cas, ont été relativement favorables. Justement, vous en parliez, le côté militaire, on ne va pas refaire la guerre de cette année, mais des moments clés peut-être, fin mai, Mariupol qui tombe aux mains des Russes. Il y a eu aussi cette menace nucléaire sur Zaporizhzhia. Octobre, libération de Kherson. Là, on y vient, stratégique, Kherson, car frontalier avec la Crimée. Est-ce que 2022 se termine sur un échec militaire russe? Vous en parliez un petit peu. Absolument. Absolument. L'échec militaire, il est stratégique, tandis que sur le plan tactique, on est, disons, c'est nuancé. Pourquoi je fais la différence entre les deux? Je le dis en deux phrases. Si vous voulez, pourquoi échec stratégique pour Moscou? Parce que fondamentalement, on l'a su très vite, l'objectif, c'était la chute du pouvoir politique de Kiev. Et Monsieur Poutine, qui a cru sans doute que Monsieur Zelensky n'était resté qu'une espèce de comique troupier de son État et aurait rapidement quitté l'Ukraine pour aller se réfugier à Varsovie, il s'est complètement trompé. Non seulement il s'est trompé à ce niveau-là, sur la détermination du pouvoir ukrainien en place, de nature d'ailleurs démocratique, il faut le rappeler, et sur la résilience et la résistance non seulement de l'armée, mais de la population ukrainienne, y compris chez beaucoup de russophones, qui ne voulaient pas des chars russes. Bon, là, si vous voulez, manifestement, l'échec stratégique, il est lourd et il est immédiat. Alors, sur le plan tactique maintenant, je mettrais une petite nuance. Si tout s'arrêtait maintenant, s'il y avait un cessez-le-feu organisé sous l'égide des Nations Unies, avec garantie, que sais-je, américaine, européenne, etc., quand même, entre 15 et 20% du territoire ukrainien resterait sous domination russe complète. Bon, donc ça veut dire que quand même, sur le plan tactique, l'échec n'est pas total. Mais à la fin des fins, vous savez, dans un conflit quel qu'il soit, c'est évidemment le niveau stratégique qui compte le plus. Et là, c'est très clair, je vous réponds oui, l'échec est total du côté de Moscou. Une dernière question très rapidement, et pour conclure, on n'a pas de boule de cristal, donc je ne vais pas vous demander les suites pour 2023, mais comment est-ce qu'on sort d'une guerre, si c'est ce qu'il fallait souhaiter pour 2023? Comment on sort d'une guerre? Eh oui, alors comment on sort d'une guerre? Écoutez, puisqu'on n'a pas 22 heures, comme je disais à Sciences Po, pour répondre à cette question, je vous réponds en quelques dizaines de secondes. On sort d'une guerre de deux manières, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Soit par l'écrasement de l'un ou de l'autre adversaire, comme ça s'est produit notamment dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan victorieux bien sûr, et donc l'Arménie qui, la pauvre, il y a 2 ans de cela, capitule. Bon, et donc là il y a victoire nette et défaite nette, et on commence à discuter éventuellement, c'est pas toujours le cas, mais là si vous voulez, sur le terrain les choses sont claires. Soit on est dans une zone plutôt grise, c'est plus nuancé. Et chacun des deux, un peu à la manière d'une espèce de combat de sumo dans la boue, ne sait qu'il ne pourra pas l'emporter de manière décisive et totale, et se dit que finalement, ce qu'il a au moment M d'une négociation qui commence, c'est pas plus mal. Et à ce moment-là, on est plutôt dans le politico-diplomatique, et a priori, c'est plutôt favorable. Je pense que cette guerre va s'achever
assez rapidement, sans doute au printemps, faute de possibilité donc de lancer une offensive fulgurante d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais malheureusement, je ne crois pas du tout à un accord de paix et je crois à une espèce de cessez-le-feu sur un conflit de basse intensité, comme on le dit, notamment au Proche-Orient. On emploie souvent cette expression-là, c'est-à-dire avec peu de combats, peut-être pas du tout pendant des mois ou des années, malheureusement parfois avec quand même quelques combats ou des escarmouches, sans accord de paix, mais quand même avec le gel de l'essentiel de ce qui aura été un conflit très dur. Frédéric Ancel, géopolitologue, auteur du livre Les Voix de la puissance aux éditions Odile Jacob, merci de vos éclairages. Merci à vous.